dans Paix et Citoyenneté, l'émission qui éclaire, sensibilise et mobilise pour un monde plus juste et harmonieux. Chaque mardi et vendredi, nous parlons engagement citoyen, valeurs de paix et développement durable. Ensemble, construisons un avenir de dialogue, de respect et d'action positive. Restez connectés, c'est maintenant avec Richard Besson et ses invités sur RTJVA. Nous y sommes. Soyez une fois encore les bienvenus dans notre rendez-vous incontournable de paix et citoyenneté. Cette émission pendant laquelle nous discutons des thématiques sociales. Nous parlons surtout des sujets liés aux conflits sociaux, à la désinformation surtout, mais également de ce qui va nous aider à vivre dans une société juste et équitable. Aujourd'hui, nous allons encore recevoir cet invité-là, qui est beaucoup plus aux côtés de la jeunesse, mais qui s'engage beaucoup plus dans le secteur de l'écologie. Il nous a fait l'honneur d'être là ce soir pour partager ses connaissances et surtout dévoiler les secrets qui peuvent nous aider à avancer, surtout dans le secteur de l'environnement. Je voudrais dire que la thématique que nous allons aborder aujourd'hui n'est pas des moindres. Écologie et paix sociale, un combat commun. Permettez-moi de dire bienvenue à M. Ayman Gbadamassi. M. Ayman, soyez le bienvenu. Merci Richard. Merci d'être venu et de partager ce plateau avec nous. Le plaisir, il est partagé. Alors, aujourd'hui, la thématique que nous allons aborder, c'est une thématique assez, je peux dire, sensible, très cruciale, écologie et paix durable. Alors, selon vous, quand on parle déjà de l'écologie et paix sociale, quel lien vous mettez déjà entre ces deux éléments? Alors, le lien entre l'écologie et la paix sociale est fondamental, surtout en Afrique, dans un contexte africain, parce que quand l'environnement il est respecté, les ressources sont utilisées de manière équitable, de manière adéquate, et bien naturellement, ça réduit les inégalités ou les conflits entre les communautés. Quand ce n'est pas respecté également, ça peut créer des conflits. À titre d'exemple, un paysan peut être en conflit avec un agriculteur par rapport à des terres qui ne sont pas fertiles. Donc voilà, donc je pense qu'on ne peut pas parler de paix sociale sans parler d'écologie. Alors, vous avez touché un mot qui est très sensible pour moi. Vous avez parlé de l'équitabilité ou bien de partage équitable de richesse en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez mettre un peu plus d'accent sur ça? Si nous sommes en train de parler d'écologie, est-ce que cela relie très directement le partage équitable au niveau des ressources, surtout dans le secteur écologique? Oui, ce sont des thématiques qui sont liées parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons de partage équitable, nous devrions également parler de ressources. Okay. Donc aujourd'hui, quand nous prenons des zones qui sont exploitées, quand nous prenons le cas du Togo par exemple, là où le phosphate il est extrait, est-ce que ces populations locales-là bénéficient de ces ressources-là qui sont exploitées? C'est d'où nous parlons de partage équitable, okay. En fait. Ok, là, merci beaucoup. Je ne vais pas trop tergiverser à cet effet. Je vais vous poser déjà la question, à savoir le pourquoi cela est-il urgent de tourner vraiment un regard sur le secteur écologique aujourd'hui? Pourquoi cette urgence? Alors, c'est urgent parce que ce sont des thématiques qui sont transversales, qui sont liées. Aujourd'hui, dans un écosystème où il y a la pauvreté, où il y a des inégalités, il y a des tensions, parler d'écologie peut sembler secondaire, mais en réalité, c'est au centre de la thématique. Quand nous parlons de populations défavorisées, c'est dans ces zones-là que vous allez voir des enfants qui habitent près des décharges. C'est dans les zones défavorisées que vous allez voir des femmes qui prennent peut-être des kilomètres pour aller trouver de l'eau potable. Voilà. C'est dans ces zones-là, il y a des jeunes qui peinent à avoir des emplois verts. Donc je pense que c'est des thématiques qui sont assez liées. Dans le cas d'espèces, par exemple, prenons dans notre contexte togolais, oui. pour
pour le soulèvement qu'il y a eu le 6 juin. Le quartier d'Adakpamé est le quartier qui a été le plus au centre du débat. Pourquoi? Nous connaissons tous les problèmes qui sont répertoriés dans ces quartiers-là. Et donc, ces jeunes se sont sentis touchés, se sont sentis au cœur du problème et donc ont voulu manifester leur mécontentement. Je pense que si Adakpamé était comme la caisse, je ne pense pas qu'il y aurait cette ampleur-là de la jeunesse dans les rues. Alors, merci beaucoup. Déjà, vous avez touché un centre du sujet, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas une amélioration, s'il n'y a pas ce regard positif lié au secteur écologique, ça veut dire qu'il y aura des tensions sociales, pourquoi pas des manifestations. Et donc, aujourd'hui, ça voudra bien dire que vous êtes en train de dire qu'il est important et qu'on doit mettre maintenant le secteur au centre, ou pourquoi pas en première position, pour que nous puissions accéder vraiment à une paix durable et surtout à l'inclusion sociale. Tout à fait, tout à fait. On pense que ce n'est pas important, mais on ne peut pas parler de paix sans parler d'écologie. Alors, d'accord. Si aujourd'hui, dans notre contexte actuel, est-ce qu'on peut parler de crise écologique? Si oui, est-ce que vous pensez que la crise écologique actuelle aggrave les inégalités sociales? Oui, on parle, il y a la crise écologique hein, et je pense que tout le monde est au courant. Aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique, on parle de pollution plastique et bien évidemment, cette crise aggrave les inégalités parce que, vous savez, nous ne subissons pas tous la crise écologique de la même manière et la plupart du temps, ce sont les populations défavorisées qui sont le plus sensibles, qui sont le plus touchés par cette crise-là. L'Afrique n'est pas le continent qui pollue le plus, mais c'est le continent qui subit le plus. Quand nous prenons par exemple un agriculteur qui perd ses récoltes, est-ce qu'il a un plan B? Non, il n'y en a pas. Quand nous prenons peut-être une personne qui habite dans une zone industrielle, est-ce qu'elle a les moyens de déménager? Une personne pauvre, non, elle n'a pas les moyens là. Donc, c'est les populations qui sont défavorisées qui subissent ces crises-là. Et le simple fait de penser que c'est nous qui polluons le moins, mais c'est nous qui subissons le plus, les conséquences peut créer ou créer certainement des inégalités. Ok, d'accord. Ça voudra bien dire que peu importe si nous ne sommes pas actifs ou bien actifs dans la pollution ou bien dans la dégradation, nous subissons quand même de ces personnes-là, extérieures peut-être, qui produisent et ces conséquences jaillissent sur nous. Bien sûr, bien sûr. Dans notre contexte. Bien sûr. Autrement dit, l'engagement doit être maintenant beaucoup plus sur la sensibilisation. Et dans ce contexte, qu'est-ce qu'on peut faire exactement? Alors, ce qu'on peut faire, c'est à tous les niveaux, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des populations locales. Je pense que nous devrions, dans la peau du gouvernement, recentrer le problème d'écologie, recentrer l'humain dans le problème de l'écologie. Avant de continuer, est-ce que dans notre contexte actuel, il n'y a pas des effets, je peux dire remarquables, de ces mauvaises éjections, si on peut le dire comme ça, de ces ressources écologiques de nos jours? S'il n'y a pas de ces effets qui détruisent encore la population? Oui, je pense qu'il y a des effets. Quand nous parlons de ces ressources qui sont mal utilisées ou bien de l'écologie, dans le cadre de la santé, par exemple, nous avons des maladies respiratoires liées à la pollution, ou on peut également parler de maladies hydriques liées aux eaux polluées. Quand nous prenons le secteur de l'économie aujourd'hui, quand nous jetons les déchets plastiques n'importe où, après, ça finit dans la mer, la pollution marine. L'effet, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on peut retrouver des pêcheurs qui n'ont plus de bon rendement, qui n'ont plus... Parce que les poissons meurent à cause de la pollution. Donc, ça rejaillit. Donc, ça veut dire que les poissons meurent à cause de la pollution. Naturellement. Que lorsque l'eau n'a plus sa forme initiale, ça peut dégrader même la... Alors, ce qui se passe, c'est que quand les déchets plastiques finissent dans nos eaux marines, ils se décomposent et les poissons les ingèrent.
les prennent pour des aliments, les ingèrent. Et donc, ça réduit la biodiversité. Okay. Donc, voilà. Et que ce soit sur l'humain aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a des personnes qui perdent leurs terres agricoles, des femmes qui sont obligées de parcourir des kilomètres pour aller trouver de l'eau potable. Et si ces situations-là existent aujourd'hui, les ricochets, c'est que les enfants sont obligés d'aider leurs parents dans les champs parce que la récolte ne devient plus rentable. Et donc ça rejaillit sur l'éducation également. Ok, d'accord. Ça voudrait bien dire que c'est pour l'environnement, surtout le secteur écologique, c'est cause et effet en même temps. Exactement. C'est-à-dire que vous causez, vous avez les effets et qui rejaillissent en même temps sur vous en même temps. Et oui, même si vous ne le voyez pas tout de suite, ça rejaillit forcément, même si c'est sur une longue durée. Ouais. C'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, nous devons parler de reboisement. Oui. C'est quand nous coupons les arbres. Quand tu coupes un arbre aujourd'hui, il faudrait en planter 5 ou 6. Okay. Donc, c'est à peu près ça. Il faut même tripler, quadrupler. Quadrupler, parce qu'avec le temps, les ressources deviennent insuffisantes et il faut penser également aux générations futures. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des gens quand même qui peuvent se dire, bon, comme nous, on est actuellement aisés, on n'est pas aussi touché par ces crises écologiques et tout, donc on ne va pas prendre les initiatives, on va laisser les pauvres subir. Comme on a l'habitude de dire, quand les riches vont à la guerre, ce sont les pauvres qui meurent. Est-ce qu'il n'y a pas quand même de ces mentalités qui freinent aussi la protection ou bien la lutte pour les sensibilisations écologiques? Oui, je pense qu'il y a ce genre de mentalité. Sinon, la situation ne serait pas comme cela. Je pense que c'est parce que, justement, il y a des personnes qui se disent nous ne sommes pas directement touchés par cette crise-là. Et donc, on n'a pas notre pierre à apporter à l'édifice, alors que ce sont ces mentalités-là qui ne font pas développer nos pays également. Ok. Vous aviez parlé, je voudrais qu'on revienne encore sur cet aspect, vous aviez parlé des injustices sociales liées à l'exploitation des ressources naturelles et tout. Quand on parle de ressources naturelles, est-ce que ce n'est pas parce que certains ont combattu, ils ont travaillé pour réserver une certaine part et qu'ils bénéficient de ça actuellement? Est-ce qu'il devait y avoir encore une pensée tournée à la redistribution, surtout quand on parle du secteur écologique de nos jours? Alors, moi, je pense que l'injustice sociale, c'est de prendre des ressources naturelles dans une région, de ne pas penser à la population de la région, de ne pas penser à demain, c'est-à-dire aux générations futures, et de ne pas penser également aux droits humains. Je pense que si nous vivons dans une zone où vous venez, par exemple, pour extraire le pétrole ou le fer ou le phosphate, s'il y a des populations qui doivent bénéficier, parce que l'extraction produit des effets, et donc ces effets négatifs-là, ces populations locales-là sont au cœur de ces effets-là. Et donc, s'il faudrait récompenser des gens, premièrement, ce sont ces personnes-là qu'il faudrait mettre beaucoup plus en avant. Ok, ça voudrait bien dire que quand on a peut-être des ressources dans une région, dans une zone donnée, il faut penser à la population de cette région-là pour qu'il y ait vraiment au moins un partage. Est-ce que ça doit être équitable ou bien de façon, il y aurait un pourcentage quand même régulé, si on peut le dire comme ça? Non, je ne pense pas qu'on peut parler d'équitabilité, mais je pense qu'on pourrait parler de redistribution qui soit juste. Quand je dis redistribution qui soit juste, je veux parler par exemple de... Vous êtes déjà parti à Covier. Aujourd'hui, on mange le riz de Covier, mais la route n'est pas vraiment praticable. Donc ça, c'est une inégalité sur laquelle on pourrait pencher. C'est pas forcément donner des choses à la population, mais quand même, on pourrait permettre à cette population-là d'avoir une vie assez décente. Ok, d'accord. Si déjà on se ressent surtout sur ce côté-là, quel peuvent être donc ces mécanismes-là qui vont être mis en place. Supposons que nous sommes dans une région actuellement
et qu'on a peut-être une ressource naturelle qui doit être profitable à tous, est-ce qu'il n'y aurait pas, ce n'est pas aussi les moyens qui doivent être mis à disposition pour favoriser ce partage-là qui cause souci, parce que les uns vont peut-être croiser les bras et bénéficier, ou bien comment participer activement pour bénéficier de ces ressources-là, surtout si on veut parler de partage? Alors, moi, je pense que d'abord, le gouvernement doit pouvoir travailler avec les populations locales sur plusieurs aspects. Et donc, je l'ai dit un peu plus tôt, quand on parle de penser à la population locale, c'est à cette population-là qu'on pense d'abord. Après, il faudrait penser également à la population future, c'est-à-dire qu'on ne va pas exploiter les ressources de sorte que nos petits-enfants ne viennent plus bénéficier de quoi que ce soit. Donc, ce serait pas l'utiliser de façon durable. Donc, il faudrait penser d'abord à la population. Et pour penser à cette population-là, il faudrait pouvoir collaborer avec cette population-là, prendre en compte leurs besoins. Est-ce que dans cette localité, par exemple, vous avez besoin d'écoles? Est-ce que vous avez besoin d'infrastructures? Sinon, quelles sont ces infrastructures-là? Est-ce que, voilà, je pense que aujourd'hui, un pays se développe d'abord par de bonnes voies, par les ressources primaires, l'eau, l'électricité, l'éducation, la santé, et après la démographie, si je peux l'ajouter ainsi. Et donc, si tout cet ensemble-là est respecté, ça rejaillit sur les communautés et donc on peut parler de biens bien redistribués. Alors, puisqu'il est aussi question de paix, vous pensez qu'en le faisant ainsi, cela peut contribuer à une inclusion sociale ou bien à une paix durable, ces partages, ces redistributions? Oui, bien sûr, parce que comme je l'ai dit, j'ai pris par exemple le cas de Adakbame qui est l'un des quartiers les plus défavorisés à Lomé, dont les jeunes ont été au cœur des manifestations. Voilà. C'est parce que ces jeunes-là se sont sentis un peu oubliés. Alors que c'est une zone qui est une zone assez centrale qui devrait être une zone beaucoup plus développée. Voilà. Donc, si aujourd'hui il y a eu des manifestations dans des quartiers et ces manifestations ont été plus fortes dans certains quartiers que d'autres, c'est justement parce qu'il y a des personnes qui se disent qu'ils sont les plus défavorisés que d'autres également. Donc, naturellement, si aujourd'hui on permet aux populations d'avoir des vies décentes, d'avoir un environnement décent, ça peut quand même réduire les inégalités, donc diminuer les tensions sociales. Alors, merci beaucoup. Je crois que c'est clair. Nous étions bien sûr en train de parler d'écologie et paix sociale, et qui doit être un combat commun pour nous tous. Bien sûr, aujourd'hui, celui-là, l'engagé que nous avons reçu, c'est M. Ayman Badamassi, le fondateur de Robaloto. On a parlé dans un premier temps de liens qui existent bien sûr entre écologie et paix sociale et l'urgence qui se soumet aujourd'hui par rapport à notre contexte actuel et les crises que nous vivons actuellement, surtout au secteur économique. Les mesures réalistes au fur et à mesure sont en train d'être révélées. Et les effets que nous pensons que ces inégalités, ou que je peux dire ces dégradations écologiques peuvent causer, sont également relatés. Et nous pensons que cette émission est à point nommé pour nous favoriser désormais la route et surtout au secteur de l'information et de l'éducation. Merci encore une fois, M. Ayman, pour ces éléments de réponse à apporter. Merci à vous. Alors, je suis en train de voir sur... déjà, par l'appréhension, on dit Robaloto. Qu'est-ce que c'est en réalité? Pourquoi Robaloto? Je veux comprendre. Alors, Robaloto signifie en langue Mina au Togo le ramasseur de plastique. Okay. D'abord, on a voulu prendre ce nom-là parce que c'est dans le dialecte togolais. Voilà. Et aujourd'hui, si Elon Musk veut créer une solution, il ne va pas venir prendre des noms de chez nous. Voilà. Il va prendre un nom dans leur langue. Et nous, pourquoi pas, nous, Africains, ne pouvons-nous pas créer des solutions dans nos langues locales et qui répondent à nos réalités africaines également. Voilà. Donc, Robaloto est une solution qui utilise des outils numériques pour optimiser la gestion des déchets plastiques.
Ouais. Donc nous mettons en place dans des établissements scolaires des poubelles connectées pour collecter les déchets plastiques de manière holistique et de reverser des dividendes à ces écoles-là. Nous avons également une marketplace qui aujourd'hui permet de relier les pollueurs aux recycleurs. Et nous avons également une unité interne de transformation de déchets en des ressources utiles comme des sacs solaires. Donc ce sont des sacs qui sont fabriqués à base de déchets plastiques, mais qui intègrent également un film photovoltaïque pour permettre aux enfants dans les villages sans électricité de pouvoir étudier. Alors, beaucoup plus clair, je veux qu'on rentre un peu en détail. Quand vous parlez d'outils numériques pour optimiser les marketplaces, tout ça, là, comment quelqu'un qui n'a jamais entendu de ce projet peut accéder facilement à l'information? Normalement, quand on parle de robe à l'auto, qu'est-ce qui doit sonner aujourd'hui dans notre tête quand on parle de robe à l'auto? Alors, quand on parle de robe à l'auto, donc c'est le plastique. Oui. Et donc, la particularité, nous, juste de notre solution, c'est que nous associons ou nous allions la technologie pour résoudre ce problème-là de pollution plastique. Donc, ça veut dire que vous parlez de poubelles connectées, c'est ça? Ça veut dire que... je ne comprends pas. Est-ce que ces poubelles sont connectées à l'Internet ou bien qu'est-ce qui se passe réellement? Alors, ce sont des poubelles qui sont équipées de capteurs et d'une application qui nous permettent de collecter, à part les déchets plastiques, les données, des métriques sur l'utilisation du plastique. C'est-à-dire que notre solution nous permet de savoir, par exemple, dans une école X, quelle est la quantité de déchets qui est produite. Quel est le type de déchets plastiques qui est le plus produit, quel est le niveau de remplissage de la poubelle, par exemple. Aujourd'hui, nous avons des poubelles que nous pouvons trouver au bord des voies, mais qui, à la longue, se débordent et qui créent encore un second problème environnemental. Et nous, notre solution, elle est holistique et permet d'éviter d'abord ces débordements-là, et permet également de résoudre le problème de façon durable. Le simple fait de savoir que dans cet établissement, le plastique ou le type de plastique qui est le plus produit, c'est par exemple le sachet de Puata, nous permet d'apporter des solutions particulières à l'établissement. On peut demander aux élèves de venir à l'école avec des gourdes écologiques pour réduire considérablement le sachet de Puata. Si c'est le sachet noir, par exemple, qui est produit dans l'établissement, on peut demander aux bonnes dames, parce que ce sont les revendeuses qui vendent en sachet aux enfants. Donc, on sait où se situe exactement le problème en fonction des métriques que nous collectons. Et donc, une fois analysé, nous apportons des solutions particulières à chaque établissement. Autrement dit, aujourd'hui, après avoir généré des déchets, on peut gagner aussi de l'argent. Bien sûr. Déjà aujourd'hui, pour nous, le plastique n'est pas un déchet. Le plastique est une ressource. Même s'il est considéré comme un plastique à usage unique, ce sont des ressources. Et ce que nous faisons, c'est que quand nous mettons nos solutions dans les établissements scolaires, nous venons enlever ces déchets-là. Et une partie de l'argent issu de la vente que ce soit des déchets ou que ce soit des ressources qui sont déduits de ces déchets-là, une partie de l'argent est reversée aux écoles pour financer les activités des clubs environnement. Donc c'est une façon de dire aux gens, écoutez, le plastique que vous avez l'habitude de jeter par terre ou de brûler, parce que dans les établissements publics, la méthodologie, c'est qu'il y a souvent un dépotoir au sein de l'établissement. Et à la fin de la semaine, on brûle tous les déchets. Aujourd'hui, ce système-là, d'abord, nuit à la santé, à l'environnement et à l'économie. Donc, non seulement nous venons vous débarrasser de ces déchets-là, mais nous vous apportons encore des ressources financières pour vous permettre de mieux outiller les élèves. Et d'un côté, les élèves sont éduqués sur le phénomène. Et ça rejaillit parce qu'aujourd'hui, l'enfant est le plus créateur de l'effet papillon. Quand il apprend un truc, il en parle toujours à ses parents, à ses amis. Et donc, c'est pratiquement toute la communauté qui est éduquée.
Alors, je pense que c'est une grande richesse pour nous aujourd'hui de vous avoir, surtout pour ce projet que vous avez pris soin d'expliquer. Et aujourd'hui, certainement, vous êtes dans l'élan en train d'apporter des solutions. Vous rencontrez certainement, si je ne me trompe pas, des défis. Et comment est-ce que quel appel vous lancez aujourd'hui à toute la population, si on peut le dire, puisque c'est un sujet commun, c'est une lutte commune, à pouvoir s'adhérer pour remédier, bien renforcer la lutte que vous êtes en train de mener par rapport au projet de Rob à l'auteur? Alors, bien évidemment, nous rencontrons des défis et nous sommes dans ce combat-là depuis bientôt 10 ans. Je pense qu'en 2026, ça va faire 10 ans parce qu'on a commencé en 2016. Et les défis sont en fonction des époques. Les défis qu'on rencontrait en 2016, ce n'est pas les défis qu'on rencontre aujourd'hui. Oui. Et ce ne sont pas les défis qu'on a rencontrés en 2020. Donc, les défis sont en fonction des époques. Mais les plus grands défis, c'est le statu quo. Les gens ne sont pas habitués à nos solutions. Et quand on parle d'innovation, il faudrait quand même éduquer la population pour que elle commence par s'habituer à cette innovation-là. Voilà. Au début, quand on a amené nos poubelles connectées dans nos écoles, ce sont des poubelles qui ont disparu. Donc, après... Aujourd'hui, les écoles avec qui nous travaillons depuis plusieurs années sont beaucoup plus impliquées. C'est eux-mêmes qui sont le plus actifs sur notre solution. Et donc, naturellement, chaque jour, nous avons des défis. Mais je pense que la mentalité des gens est en train de changer. Avant, quand on parlait d'écologie, aux gens en 2015, en 2016, vous imaginez, on te dit, mais toi, qu'est-ce que il y a d'autres problèmes. Mais aujourd'hui, l'écologie est au cœur de... Tu ne peux plus faire aucun projet aujourd'hui sans qu'on te demande quel est ton impact environnemental ou quel est ton impact social. Il n'y a pas de projet sans que tu ne puisses mettre en valeur ces aspects-là. Donc, les problèmes sont plus... il y a toujours des problèmes, mais nous arrivons toujours à les gérer. Et l'appel, je pense que vous aviez demandé s'il faudrait faire un appel. Le message que vous voulez envoyer déjà, parce qu'on reste, je peux dire, moins sensibilisé peut-être, même si les efforts sont sur le terrain, moins éduqué surtout par rapport dans une société où plusieurs informations volatiles, ce n'est pas facile de cerner surtout les bonnes informations. Donc il va falloir à chaque fois qu'on réitère et surtout, c'est à cet effet que je voudrais qu'on puisse entendre au moins cet appel-là, qui est très important. Alors, l'appel, c'est de ne pas penser que tout doit provenir de l'État. C'est vrai que l'État a une grande responsabilité face à la jeunesse. Et j'ai l'habitude de le dire que la jeunesse, ce n'est pas l'avenir de demain. La jeunesse est l'avenir de maintenant. Okay. Et donc, cette jeunesse-là doit pouvoir elle-même prendre ses problèmes à bout de bras et essayer de les résoudre. Aujourd'hui, on est jeune, on a l'esprit créatif, on peut créer des choses, on peut innover, on peut faire, on a quand même tout l'écosystème, même si des fois il n'est pas favorable, mais qui nous permet quand même de pouvoir apporter des solutions. Et donc, commençons petit, mais commençons. Alors, merci beaucoup. Il y a l'appel qui est lancé déjà, que nous devons prendre parti, surtout nous engager, ne pas attendre forcément des institutions, je veux dire gouvernementales, pour qu'elles viennent nous apporter donc des solutions directes en même temps. Donc, il va falloir que nous osons. Mais monsieur Ayman, est-ce qu'aujourd'hui, si la jeunesse ose pour cette initiative, je ne pense pas que cela puisse vous épargner parce que dans votre secteur aussi, vous aurez besoin quand même des appuis, surtout de ces institutions. Nous ne sommes en train de les marginaliser, qui peut vous aider quand même à avancer. Est-ce que quelque part aussi ce n'est pas ce souci que la jeunesse craint pour dire que si nous nous lançons, il n'y aura pas ce soutien surtout de ces institutions pour nous appuyer? Est-ce que ce n'est pas aussi ça, ce souci, qui empêche les jeunes d'oser et d'avancer? Alors, oui, les jeunes craignent le manque d'opportunités, le manque de marché, le manque de ressources également, parce qu'ils ont tellement de problèmes à gérer. Mais je pense que ça ne doit pas être des barrières, ça ne doit pas être des freins. Nous, on a l'habitude de dire, plus on a des problèmes, plus on a envie de foncer dans le problème. Parce que nous, aujourd'hui, quand nous parlons de Rob à l'auteur, quand on a commencé,
on avait même du mal à avoir des autorisations. Oui. Mais aujourd'hui, nous avons pu retirer plus de 100 écoles, plus de 100 tonnes de déchets plastiques. Nous avons pas mal d'écoles partenaires. Nous avons aujourd'hui, nous sommes implantés au Togo et au Bénin. Nous avons quand même pu toucher directement près d'1 million de personnes. Donc je pense que le problème n'est pas les défis que nous allons rencontrer. Le problème, c'est notre résilience. C'est les jeunes, on a une intelligence et je pense que peu importe le problème qu'on aura, que ce soit l'écosystème qui n'est pas favorable, que ce soit les opportunités, que ce soit le marché qui n'existe pas, tant qu'on est jeune, on va toujours trouver un moyen de pouvoir contourner tout cela. Merci infiniment une fois encore pour cet appui qui est très important pour nous, surtout la jeunesse. Et aujourd'hui, si nous parlons de défis surtout liés au secteur écologique, nous ne pouvons pas confier ça à ceux qui vieillissent déjà. C'est la jeunesse qui doit prendre la relève, surtout comme vous venez de le dire, l'avenir de maintenant. En fait, l'avenir, la jeunesse représente l'avenir de maintenant. Donc, ça veut dire que c'est maintenant que nous devons commencer, nous devons agir. Et vous avez dit quelque chose qui m'a vraiment interpellé. Plus il y a de problèmes, plus il y a d'opportunités. Ça veut dire que quand nous voyons des problèmes dans notre environnement, dans notre société, il faut qu'on pense déjà solution. Donc, ça veut dire qu'on doit penser qu'il y a une opportunité, on doit créer une solution à cet effet. Et le second niveau que vous avez également touché, c'est la résilience. Ça veut dire que tout de suite, peut-être cela ne va pas porter, mais sur le long terme, avec l'engagement surtout qu'il faut, on peut trouver satisfaction. Merci déjà pour ces mots, vraiment qui nous vivifient, qui nous fortifient davantage. Je pense que au cours de cette émission, beaucoup d'éléments ont été dits et nommés surtout. Paix et citoyenneté. Et le thème d'aujourd'hui, écologie et paix sociale, qui est bien sûr notre combat commun. Et donc, notre aîné, si je peux le dire comme ça, l'engagé Ayman Gbadamassi a pris soin de pouvoir nous aider sur la thématique du jour. Et je pense que nous avons pris soin de noter et de comprendre la profondeur. Et notamment sur la question du projet de Rob Aloto, je pense qu'il est essentiel pour nous qui suivons déjà avec attention l'émission d'aller checker, rechercher déjà les initiatives de Rob Aloto, comprendre au mieux. Je pense que sur les plateformes, vous pouvez laisser des avis et il est vraiment engagé dans son secteur pour pouvoir vous revenir, vous répondre vraiment à toutes ces questions-là. Et la lutte continue, le message est lancé, l'appel est lancé à toute la jeunesse surtout de porter la main, d'agir, de contribuer surtout. Aujourd'hui, quand on parle de déchets, il faut qu'on parle d'opportunités en même temps. Alors, merci infiniment, monsieur Ayman. Merci. Alors, si on peut comprendre un mot que vous voulez finalement adresser à nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent en ce moment, quel sera donc ce mot-là? Alors, déjà, merci pour l'invitation. C'était un plaisir c'est toujours un plaisir de partager le plateau avec des jeunes parce que on partage le même langage, on a pratiquement les mêmes problèmes et donc on se comprend. Et si j'ai un mot à adresser aux téléspectateurs, surtout aux jeunes, parce que comme je l'ai dit, on se comprend, on a les mêmes problèmes, on a les mêmes défis, mais tant qu'il y a des problèmes, il y a des solutions. Tant qu'il y a des problèmes dans un pays, ce sont des pays dans lesquels moi je veux rester parce que ce sont des pays dans lesquels on peut apporter des solutions. Donc, ne regardons pas toujours les barrières qu'il y a, mais sachant que nous avons la force de changer notre écosystème, d'apporter de très belles choses pour notre nation. Alors, merci une fois encore d'être venu et de nous éduquer, je peux le dire comme ça, parce que ce que vous avez dit, ça sort de l'ordinaire, parce que c'est de l'éducation réelle que vous avez apportée, surtout par l'appui de votre projet. Je pense que c'est à saluer. Merci infiniment. Alors, chers téléspectateurs, téléspectatrices, c'est encore un moment que nous avons partagé ensemble pour pouvoir s'informer déjà et de passer à l'action. Puisqu'après l'information, il va falloir passer à l'action. L'information reçue, que ce soit la bonne, sans passer à l'action, ne relève pas les défis que nous rencontrons. Donc, il va falloir que nous appliquions réellement ce qui est dit. Et je pense que c'est en cela que nous pouvons favoriser une paix sociale durable. Merci. Et donc, c'est un combat à nous tous.
Merci une fois encore de rester jusqu'à ce moment dans paix et citoyenneté. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre cette session sur l'onde, donc nous sommes sur les plateformes. Interagissez pour des questions. Nous y reviendrons et pour pouvoir apporter des solutions réelles. C'était Richard Besson et son invité. À très bientôt. C'était Paix et citoyenneté sur RTJVA. Rappelez-vous, la paix commence par vous. Engagez-vous, sensibilisez autour de vous et faites la différence. On se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode. D'ici là, restons ensemble, citoyens du changement.